Good morning poker. Aujourd'hui, le sujet de ce poker instinct est à propos de l'échauffement, c'est-à-dire un protocole que vous suivez au moment où vous démarrez votre activité pokeristique. L'échauffement, comme dans tous les sports, est super important parce qu'il permet d'avoir le meilleur rendement et en particulier de rentrer dans un processus de réflexion et de calme, de sérénité, de concentration dont on a parlé précédemment. Et on va juste faire un protocole exactement comme tous les sportifs font au début de leur session, de manière à se mettre dans l'état mental le plus approprié pour pouvoir réussir sa session. Il y a 10 étapes, la 10e étant le démarrage de l'échauffement. Mais le plus important, avant de passer à l'échauffement, c'est d'avoir une hygiène de vie qui soit cohérente avec le statut de sportif. C'est-à-dire que quand vous faites une activité comme le poker, vous faites du sport de haut niveau avec une grande concentration, une grande réflexion. Et du coup, c'est super important d'avoir une bonne hygiène de vie qui va avec. Et votre session et vos gains peuvent être tout simplement détruits par le fait que vous n'avez pas l'hygiène de vie sportive qui correspond à cette discipline extrêmement exigeante qui est le poker. Donc la première chose, et je dirais s'il fallait en retenir qu'une sur l'hygiène de vie, c'est d'avoir un sommeil régulier et d'avoir suffisamment dormi. En effet, quand on manque de sommeil, on prend des décisions qui sont tout à fait hasardeuses et souvent on est beaucoup plus sujet au tilt que lorsqu'on a bien dormi. Et donc un sommeil régulier, ça veut dire se coucher à des heures qui sont compatibles avec votre activité pokeristique. Et du coup, ça veut dire que c'est très difficile de mener de front une activité professionnelle avec des horaires de bureau et de l'autre côté une activité pokeristique la nuit parce que vous allez avoir un déficit d'heures de sommeil et vous ne serez pas performant ni au travail ni lors de vos sessions poker. Il faut donc savoir faire des choix ou alors limiter votre activité poker à de l'entraînement et donc jouer sur des niveaux de jeu faibles de manière à ce que ça n'engendre pas des conséquences sur votre bankroll, sur votre cagnotte. Donc le sommeil régulier est d'autant plus important que si vous manquez de sommeil, tout le monde sait que n'importe quel être humain, au bout de 2 ou 3 jours de manque de sommeil, il risque la mort. C'est donc quelque chose qui est extrêmement lié à l'activité cérébrale, le sommeil, et aussi ça permet de se régénérer, donc en cas de tilt, en cas de bad beat, c'est très important d'avoir un bon sommeil pour pouvoir euh, gommer partiellement ces problèmes-là. Et également, le sommeil permet de diminuer les effets de problèmes que vous pouvez avoir, de problèmes personnels, que ce soit l'endettement, les tensions familiales, les tensions au bureau, etc. Et ce qui est souvent couplé avec un bon sommeil pour les sportifs, c'est de faire de l'exercice physique. L'exercice physique, on a découvert que ça permet de faire augmenter naturellement la fréquence cardiaque et on a besoin d'augmenter la fréquence cardiaque tout simplement parce que c'est le cœur qui alimente en sang le cerveau et le cerveau est un des principaux consommateurs de sang, d'oxygène. Donc il est très important d'avoir une bonne fréquence cardiaque de manière à pouvoir oxygéner correctement le cerveau et donc prendre des bonnes décisions. Et c'est très astucieux donc de faire de l'exercice physique juste avant une session de poker. Ça permet également d'arriver décontracté au niveau de la session. Par exemple, une bonne session de jogging ou de vélo et ensuite ou de la gym et ensuite une bonne douche et après on se met à la session de poker.
pendant la session et tout naturellement tout le long de la journée. Il faut également bien s'hydrater parce que notre corps est composé à plus de 40% d'eau, 45% d'eau. Et donc, si on manque d'eau, si on est déshydraté, eh bien le corps va en réclamer et le cerveau va être moins bien euh, disposé à se concentrer alors qu'il a un manque d'eau. De même, le manque de nourriture est un vrai problème. Et on le voit quand on court le marathon, par exemple, ou lorsqu'on est sur différents sports qui sont très exigeants. À un moment donné, on a un effondrement au niveau des sucres, et notamment des sucres rapides qui permettent de continuer à courir. Et du coup, si on n'a pas fait une provision suffisante préalable, par exemple avec des glucides, on a, euh, on a un souci, on a un mur, ce qu'on appelle, on a un effondrement physique. Et il peut se produire la même chose sur une longue session de poker. Vous avez des tournois où il y a des 10 heures, 12 heures d'affilée, et avec des petites pauses. Et donc c'est super important d'avoir un, un repas équilibré. Pourquoi équilibré? Parce que si la digestion commence sur un repas lourd, tout le sang qui était destiné au cerveau va aller se concentrer sur l'estomac et les intestins qui ont besoin de sang pour faire leur digestion. Et donc le cerveau sera moins bien approvisionné et ça donne également une tendance à la somnolence, comme on voit très bien chez certains après un lourd repas. Évidemment, l'alcool est à bannir et la drogue, n'en parlons pas, c'est une évidence pour n'importe quel sportif. Donc la vie de tous les jours, pour être un bon joueur de poker, c'est tout simplement d'avoir une bonne hygiène de vie, dont on a vu les principaux éléments il y a quelques secondes. Ensuite, on attaque l'échauffement proprement dit. Donc on va peu à peu passer du stade du monde extérieur vers le monde intérieur de concentration du poker. Et donc, à chaque fois, il faut que vous vous demandez pourquoi vous faites ça, pourquoi vous êtes devant votre écran ou pourquoi vous êtes inscrit à tel tournoi en live ou vous allez dans tel cercle. Eh bien, c'est parce que vous avez forcément des objectifs. Ces objectifs sont en général liés à votre envie dans le jeu. Alors certains veulent être champions du monde, d'autres veulent tout simplement avoir du plaisir en jouant. Ils veulent réussir un ITM dans un tournoi. Voilà, vos objectifs pour la session et pour le long terme. Pour le long terme, votre objectif, c'est de devenir un très très bon joueur, naturellement. Et pour la session, ça peut être un objectif ponctuel qui peut être lié au point numéro 2, c'est-à-dire une amélioration de votre jeu. Une amélioration de votre jeu se ramène sur les leaks, les fuites, les problèmes qu'on a dans son jeu. Et croyez-moi, même les champions ont des leaks. Simplement, les joueurs qui sont débutants croient qu'ils savent bien jouer et donc ne voient pas du tout les leaks qu'ils ont dans leur jeu. Et vous les voyez, vous pouvez les exploiter. À tous les niveaux, on a des leaks. Et donc, nous verrons dans quelques épisodes comment repérer vos propres leaks et comment y remédier et comment naturellement les repérer chez les autres et les exploiter. C'est pratiquement tout le ressort du jeu de poker. Ensuite, il est très important de calculer une durée de session. Donc en cash game, vous dites je vais faire une session de 2 heures, 3 heures, etc. Ou tant de mains. Et en MTT, en tournoi, vous évaluez la durée de la session en fonction du plan d'augmentation des blindes et de l'arrivée des antés. Et en général, par rapport au nombre de joueurs, vous savez à peu près combien va durer
le tournoi si vous arrivez en TF. Donc vous calculez votre durée de session, par exemple, liée au fait que vous allez arriver ITM ou que vous allez faire un deep run jusqu'à la table finale. Et donc c'est pas du tout pareil si vous partez pour quelque chose qui va durer une demi-heure ou quelque chose qui va durer 4 heures. C'est pareil en course à pied, vous savez que quand vous vous engagez dans un marathon, si vous savez courir correctement, vous allez mettre 3 ou 4 heures très correctement et jusqu'à 5 heures si vous êtes un débutant. Et donc vous savez à peu près combien de temps va durer votre marathon. Si vous êtes sur un demi-marathon, un semi-marathon, ça va durer 2 fois moins. Ensuite, il est important de faire quelque chose pour votre concentration et pour votre détente. Et donc, beaucoup de psychologues ont repéré que la musique était, comme on dit, adoucit les mœurs. Et donc, en fait, la musique a un effet stimulant sur le cerveau. Donc, ça crée une meilleure attention, une meilleure sérénité et une sorte d'excitation. Parce que vous devez éviter à l'autre bout de la chaîne émotionnelle le fait d'être complètement blasé, donc amorphe. Et donc la chanson va remonter un peu votre adrénaline. Évidemment, il faut écouter une chanson que vous aimez bien et pas un truc que vous n'aimez pas ou que vous subissez. Et cette chanson, vous devez l'écouter relativement fort pour qu'elle capte complètement votre attention. Si à un moment donné, vous avez une chanson dans la tête, c'est la bonne occasion de la jouer intégralement. Il y aura 2 effets. Le premier, c'est que ça va vous faire plaisir. Et le deuxième, c'est que vous n'allez plus l'avoir en boucle dans votre tête puisque vous l'aurez écoutée complètement et vous pourrez éventuellement passer à une autre chanson. Peu à peu, vous sortez du monde qui vous entoure et vous commencez à faire le focus en lisant un article, une checklist, ou bien en regardant une vidéo comme les vidéos de Poker Instinct. Et à quoi ça sert? Ça sert à créer une bascule dans votre mental au niveau de votre focus, de ce sur quoi vous êtes concentré. Et ça vous permet de commencer à vous écarter de toutes les distractions qu'il y a autour de vous. Pour ça, il y a 2 mantras qui vont remonter également votre concentration, votre focus. La première, c'est Moko Seiko, qu'on a vu dans un épisode précédent. Donc les 5 qualités du joueur de poker. La motivation, donc vous avez envie. Et ça, pour ça, vous avez défini vos objectifs et vous avez fixé une amélioration à votre jeu. La confiance en soi, eh bien, vous savez que vous allez faire une session qui va durer un temps donné et que vous vous êtes préparé correctement, comme tous les sportifs, ça augmente leur confiance. Si vous vous êtes préparé correctement, vous n'avez rien à vous reprocher et après tout le reste sera l'affaire du hasard et de la variance. La sérénité, vous avez une vie avec une bonne hygiène de vie, vous avez fait les choses correctement, vous avez écouté une chanson, vous êtes serein et le plus important, la concentration de Moko Seiko. Et la concentration, ça veut dire être capable d'avoir son attention soutenue pendant plusieurs heures, le temps de la durée de votre session, sur un seul sujet et non pas être dispersé sur des sujets de distraction comme regarder ses mails, regarder la télé, avoir une conversation avec d'autres personnes, etc. C'est pour ça que c'est très difficile de jouer en live parce qu'il y a beaucoup de distractions autour de vous, spécialement à Las Vegas d'ailleurs. Et en plus de ça, ces distractions ont pour but justement de vous faire perdre votre concentration. Et c'est également le cas du trash talk d'autres joueurs. Et on verra plus précisément ce type de comportement dans un épisode qui aura trait justement au metagame. Et donc, une fois que vous avez égrené Moko Seiko, vous avez également les 5 qualités du joueur de poker, le PODAC.
donc, dont la qualité numéro un, on l'a vu précédemment, est la patience. La patience est fondamentale au poker parce qu'on joue beaucoup moins de coups, beaucoup moins de mains que, évidemment, toutes les mains qui sont jouées. En moyenne, on va jouer 20, 25, maximum 30% en six max des mains en moyenne. Et vraiment, quand on est à 30%, on est déjà un joueur large. Donc, trois quarts des mains, on va regarder en fait. Et donc, ça nous emmène sur la deuxième qualité, c'est l'observation. Donc, quand on ne joue pas la main, évidemment, quand on la joue, on va observer à la fois les mises, on va observer l'attitude des joueurs, les betting patterns, etc. Donc, l'observation est fondamentale. Et quand on est patient et qu'on observe les autres joueurs, du coup, on a beaucoup de qualité du joueur de poker. Et cette observation, évidemment, elle peut être détruite par des distractions, quelqu'un qui vient vous parler, un environnement bruyant, etc. Et donc, il est important d'être capable de s'isoler de son environnement pour améliorer son observation. La discipline, oui, un autre point sur l'observation, c'est que si on joue en multitable, en online, si on joue plusieurs tables, c'est beaucoup plus difficile d'observer puisque on va être dans un jeu réflexe. Et évidemment, l'observation optimale est quand on a une seule table à jouer à la fois. La discipline, donc ça c'est un sujet qui est extrêmement important. Si d'après le rythme que nous avons, d'après tous les tells que nous avons, d'après les probabilités que nous avons calculées, nous avons la nécessité de miser ici. Le fait d'être discipliné, c'est de miser. Et le fait également de folder quand on s'aperçoit que toute l'analyse nous amène sur le fait que l'adversaire a les nuts ou quasi nuts, et donc ça ne sert à rien de call ici puisque on va être de toute façon battu. La discipline est super importante. Elle fait partie clairement des 5 meilleures qualités du joueur de poker. Il y en a une également qui est l'adaptation. L'adaptation à l'environnement qui est changeant, au fait que les joueurs ne sont pas du tout linéaires, ni par rapport à leur propre comportement, ni entre deux tables complètement différentes. Et également un joueur qui aurait changé d'attitude, qui aurait ajusté son attitude par rapport à vous qui l'exploitez, il faut être capable de comprendre qu'il s'est adapté et vous réadapter à votre tour en rechangeant de tactique vis-à-vis de lui. Il y a beaucoup de stratèges militaires qui disent qu'on ne peut pas gagner 2 batailles de suite avec la même stratégie, parce que justement l'adversaire apprend de ses erreurs. Et la dernière, c'est le courage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, si le tableau ICM ou si votre analyse vous dit de faire all-in, qui est la meilleure décision, avec Any2, avec par exemple 7 et 2 dépareillés, si votre analyse vous amène à cette prise de décision, il faut avoir le courage de déclencher la prise de décision. C'est le cas notamment de petites erreurs que les joueurs peuvent faire. Par exemple, ils ne déclenchent jamais le 2e barrel en bluff, voire le 3e barrel. C'est le genre de décision qui demande du courage par rapport au fait d'avoir de l'air par rapport à ce type de move. Donc voilà pour Podak. Donc une fois que vous avez récité dans votre tête Mokoseko et Podak en ayant détaillé ce que ça voulait dire, chaque mot, ça va vous donner une meilleure concentration, un meilleur focus. Et là, le point 7 est super important. Il faut se rappeler d'où vient votre avantage contre les autres. Par exemple, vous êtes nettement meilleur au niveau du jeu, au niveau de la technique de jeu. Vous avez un avantage post-flop. Vous savez mieux jouer post-flop que la plupart des joueurs récréatifs. Vous avez par exemple déjà repéré quels étaient vos leaks et vous les avez corrigés. Vous avez un edge, un avantage par rapport aux autres.
il faut se rappeler, comme pour vous remonter le moral, d'où vient votre avantage. Si vous êtes un super joueur pré-flop et que la plupart des gens se couchent sur vos 3 bêtes, eh bien, il faut vous en rappeler au moment où vous allez commencer le tournoi. Et par exemple, ça peut être une qualité. Par exemple, vous êtes patient, vous savez attendre une main favorable. Voilà. Et il faut vous rappeler d'où vient votre avantage. En gros, lorsque vous arrivez à une table, vous êtes techniquement le meilleur à table. C'est justement pour ça que vous suivez ces vidéos, que vous lisez des livres et que vous essayez de vous améliorer dans le jeu, sachant que la plupart des joueurs se contentent juste de jouer et de penser qu'ils peuvent apprendre juste en jouant. Ce que vous avez vu avec Fibonacci est totalement erroné. Il faut passer au moins 50% de votre temps à apprendre en dehors des tables. Et puis arrive la zénitude, la sérénité, et là il faut faire quelques respirations profondes. Je ferai une vidéo sur ce sujet-là. La méditation et le zen apportent énormément au niveau des sportifs, et le poker, je pense que c'est un des sports où il y a le plus besoin justement d'avoir ce repli sur soi et cette connaissance de soi. Et donc, c'est quoi une respiration profonde 6-4-6 ? C'est vous inspirez profondément par le nez pendant 6 secondes, vous comptez jusqu'à 6, vous bloquez votre respiration pendant 4 secondes et vous expirez par la bouche pendant 6 secondes. Ça donne quelque chose comme ça. Vous faites cet exercice 3 ou 4 fois et ça va vous faire baisser votre rythme cardiaque, ça va vous calmer. Il y a toujours une excitation quand un tournoi va commencer. Et c'est là où vous faites bien attention à supprimer toutes les distractions, donc les mails, le WhatsApp, les chats, les gens qui vous parlent, etc. Il faut être sympa avec tout le monde, mais il faut vous enfermer dans votre bulle. Vous êtes prêt et il ne faut pas que vous soyez distrait à ce moment-là parce que l'observation est fondamentale. Et puis, ça y est, go! Vous rentrez dans la partie, vous observez. Ce qui est important, c'est de rentrer doucement dans la partie. Moi, souvent, avant un tournoi online, je fais une cinquantaine de mains en cash game sur des toutes petites limites pour créer le processus mental de réflexion et me mettre dans le bain tout doucement. Et quand la première main du tournoi arrive, je suis déjà échauffé. C'est une sorte d'échauffement mental, comme les sportifs courent un tout petit peu même avant un marathon. Voilà pour l'échauffement. Nous allons évidemment faire une vidéo sur l'inverse de l'échauffement qui est aussi important, voire plus important que l'échauffement. C'est le débrief post-session. Et c'est ce débrief, une fois que la session est terminée, qui va nous faire passer d'un état de excitation extrême, puisqu'on aura eu un problème, forcément, à part si on a gagné le tournoi, ce qui arrive assez peu souvent, on va se faire éliminer. Donc on a cette sensation désagréable d'être mort, d'avoir été tué dans le tournoi. Et pour gommer cette sensation désagréable et la transformer en quelque chose de positif, on va la transformer en préparation des études que l'on va faire sur notre jeu, l'analyse de notre jeu, qui va être l'un des piliers de notre travail en dehors des tables. Donc lors du prochain épisode, nous verrons de manière détaillée le débrief post-session. À bientôt!